Je m'appelle Enola, j'ai 20 ans. Je suis en première année de médecine cette année. Je suis ici pour témoigner du harcèlement que j'ai vécu durant ma scolarité. Je m'appelle Mathilde, j'ai 36 ans, je fais du développement informatique. Et j'ai souhaité participer à ce podcast en fait pour faire un peu amende de ce que j'ai pu faire subir quand j'étais au collège à certaines personnes. Tu sers à rien. Il suffit de quelques mots, des mots enfantins, des mots de rien lancés à la va-vite au milieu d'un groupe de copains ou sur un réseau social. Tu sers à rien. On pourrait se dire que ce n'est pas grand-chose, que ça ne prête pas à conséquence. Pourtant, répétés jour après jour, ces quelques mots font beaucoup de mal à ceux qui les reçoivent. Comme les coups qui parfois les accompagnent. Répétés jour après jour, ces actes de violence, morale ou physique, constituent la base du harcèlement en milieu scolaire. Ce podcast donne la parole à des victimes et des auteurs de harcèlement, sans jugement, afin de mieux comprendre la nature de ce fléau et d'en discuter ouvertement. Vous vous apprêtez à écouter 2 nouvelles voix aux expériences totalement opposées. Tout d'abord celle d'Enola, une enfant introvertie et isolée. Avec une amie, elle a été harcelée par le reste de sa classe de collège. Et puis celle de Mathilde, qui, alors qu'une camarade subissait les pires insultes, n'a rien fait, rien dit pour la protéger. Leur témoignage est précieux car il raconte un phénomène qui touche tout le monde, partout. En moyenne, dans chaque classe du pays, un enfant est harcelé et a besoin d'aide. Alors, enfant, j'étais plutôt réservée, plutôt introvertie. J'étais un peu dans mon monde et j'étais très proche de la nature. C'était vraiment mon moyen d'exprimer ce que je ressentais. J'étais très timide, je me cachais toujours derrière mes cheveux. J'avais pas confiance en moi, mais vraiment, j'étais dans mon monde, dans ma petite bulle et voilà. Moi, j'ai un grand frère qui a 1 an de plus que moi, donc quand on était enfant, on était très proches. On a un peu grandi comme des jumeaux parce que la différence d'âge était très mince. On était très proches de nos parents, enfin moi j'étais très proche de mes parents. On faisait beaucoup de choses tous les 4 en famille, on partait en voyage, tout ça. C'était très chouette, on était tous soudés et voilà. J'étais une enfant très joyeuse, très dynamique. J'aimais beaucoup parler et j'étais très très créative. Et en fait, en primaire, on a découvert que j'étais dyslexique et du coup, j'ai eu une très très grosse pression par rapport au fait qu'il fallait que j'apprenne à lire. Et ça s'est ressenti au niveau du foyer, aussi bien avec les enseignants, où j'étais différente et il fallait faire avec. À l'école primaire, j'étais super motivée. J'aimais beaucoup ça parce que j'étais dans une petite école de petit village, donc on n'était pas très nombreux. Je m'entendais bien avec les professeurs et les gens de ma classe, enfin en maternelle, c'était très cool. Il y avait une ambiance assez sereine. Et puis j'avais mon grand frère, du coup, qui était dans la même cour que moi. J'adorais apprendre de nouvelles choses et faire de nouvelles rencontres. Tout ça, j'adorais ça. Je sais que certains matins, c'était très compliqué parce que ça demandait un effort surhumain de se dire il va falloir écrire, il va falloir lire, l'étape de multiplication, enfin, c'était lourd. Alors, je ne sais plus exactement quel âge j'avais quand le harcèlement il a débuté, mais je sais que je devais être en CE2 ou CM1. En fait, quand j'étais en maternelle, j'étais très proche d'une fille et elle a déménagé. Et en fait, à partir de ce moment-là, étant donné que j'étais très introvertie, je vivais un peu à travers elle, tout ça. Elle a été très extravertie. Du coup, quand elle est partie, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Et c'est là que ça a réellement débuté. En primaire, c'était plus de l'exclusion. Je me sentais comme un fantôme, comme si j'existais pas. Genre, j'étais toute seule assise sur un banc. Et les gens venaient me voir, par exemple, que quand ils s'étaient embrouillés avec des amis ou quoi, et qu'ils étaient tout seuls. Ils venaient passer du temps avec Enola. Et par exemple, je me souviens au sport, j'étais toujours la dernière à être choisie pour les équipes. Enfin, vraiment, j'avais pas d'amis à proprement parler. Et du coup, j'étais toujours la dernière choisie. J'avais personne pour faire les groupes dans les classes pour travailler. Ou selon mon ressenti, le harcèlement est arrivé progressivement. Il s'est vraiment installé à partir du collège, puisque du coup, j'ai déménagé et je suis arrivée dans une maison où là, j'ai rencontré Lola, qui va avoir une grande importance pour moi dans l'avenir. Elle aussi vivait un peu de l'exclusion et du harcèlement dans son école. Du coup, quand on est arrivé au collège, on a fait le choix avec nos parents de demander à être dans la même classe.
choix que je regretterai amèrement par la suite. Et c'est vrai que du coup, c'était un peu la facilité de demander à être dans la même classe que Lola, parce que comme on était toutes les deux un peu dans la même situation et qu'on s'entendait très bien vu qu'on était voisines, et on s'est dit, voilà, au moins on pourra faire un groupe de 2, au moins on sera 2 contre le reste du monde, on s'était un peu dit ça. Et du coup, c'est arrivé au collège, comme c'est le collège de secteur, tous les enfants de mon école primaire se sont retrouvés avec les harceleurs de Lola. Et là, c'est vrai que ça a formé un gros groupe contre 2. Au début, c'était juste 2-3 messages cachés par-ci, par-là. Puis après, c'était, par exemple, en sport, petite bousculade. C'était très léger au début, ça a commencé doucement. Et puis après, ça s'est intensifié d'année en année. Voilà. À la fin de la primaire, je me suis retrouvée dans un collège où je ne connaissais que 2 personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que les affinités se font en fonction des lieux d'habitation. Et donc, du coup, je me suis liée d'amitié avec des gens qui habitaient ma rue. Et il se trouve que dans cette rue-là, il y avait une personne qui n'était pas dans ma classe, mais qui y habitait aussi, mais qui faisait jamais le trajet avec nous. Je ne la connaissais pas et j'avais aucune raison d'aller la voir en lui disant viens marcher avec nous. C'était une inconnue et on parle pas aux inconnus. Voilà. Sauf que, en fait, au fur et à mesure de la 6e, ça s'est transformé en non, on marche pas avec elle, elle est bizarre, non, on marche pas avec elle, elle a de la bave au coin de la bouche, non, on marche pas avec elle, elle porte un corset. J'étais là, ok, pas de souci, je sais pas tout ce que ça veut dire, mais oui, il n'y a pas de problème. Et en 5e, cette personne est arrivée dans ma classe. Et du coup, j'ai découvert quelqu'un qui était comme moi, pétillante, qui parlait beaucoup. La seule différence qu'on avait, c'était que j'étais le cancre au fond de la classe. Et elle était la première élève au premier rang. Elle était curieuse, elle parlait beaucoup, elle lisait énormément. Et elle était riche en savoir et elle avait tout le temps les félicitations. À contrario, moi, en fait, j'avais des difficultés à lire, je ne savais pas écrire. Et je restais au fond de la classe, comme ça, on ne m'interrogeait pas. Alors à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, donc du coup, on avait des petits mots en cours. On déchirait des bandelettes du cahier de texte et on écrivait des phrases. Et après, les gens se passaient les phrases et tout le monde éclatait de rire, sauf une personne. Ça pouvait être des imitations où, en fait, comme elle avait un corset, elle se tenait toujours très très droite. Donc du coup, les gens marchaient derrière elle en imitant un peu le pingouin, en disant « Ah, j'ai un balai dans le cul ». Voilà. Je rigolais beaucoup à toutes ces blagues et plus les blagues étaient grossières, plus il fallait rire fort. Parce que quand on rigolait pas, c'était bizarre. Je pourrais l'assimiler à la cigarette. Enfin, clairement, ma première cigarette, ça a été en 5e parce que dans le groupe, il fallait fumer. Et du coup, je pense que les blagues et le harcèlement étaient du même type que de ce comportement. Il fallait rentrer dans la meute pour ne pas être exclu, en fait. Je dirais qu'il y avait 3 à 4 personnes, 5 en m'incluant. Et au final, les autres groupes qui subissaient du harcèlement étaient techniquement plus nombreux. Ils étaient éparpillés, mais techniquement, ils étaient plus nombreux. Et donc, en fait, c'était une minorité qui énervait et qui embêtait le plus de gens. Et qui faisait le plus de bruit. Le harcèlement, il a commencé à s'installer en 6e. C'était plutôt des mots, plutôt des moqueries, toujours de l'exclusion. Ouais, il y avait des moqueries, donc moi on me disait que j'étais grosse. À Lola, on lui disait que c'était une pute parce que à cette époque-là, ça a été un peu l'arrivée des crop tops, du maquillage, des ongles. Et c'est vrai que moi, du coup, vu que je me suis un peu renfermée sur moi-même, je mettais des gros pulls et j'avais des très longs cheveux. J'étais un peu un garçon. On me traitait de garçon. C'était pas des grosses insultes. Au moment de la 6e, mais ça commençait doucement à s'installer. Je me souviens, c'était en sport le plus compliqué parce que dans les vestiaires, par exemple, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de surveillant pour surveiller. C'est facile de jeter un ballon ou quoi sur quelqu'un, ça passe inaperçu. Donc plus ça allait, plus on était exclus. Et ils faisaient passer des petits mots par-ci, par-là, avec des insultes. Au début, on n'en avait pas trop conscience dans le sens où ça ne nous impactait pas, puisque nous, quand l'école, c'était l'école, et à la maison, vu qu'on était voisines, généralement, on se retrouvait, et on était toutes les deux très proches de la nature, du coup, on partait des heures et des heures dans la forêt, vraiment, on s'en fichait un peu du regard des autres, puisque quand on rentrait à la maison, on était toutes les deux, on coupait du monde, et du coup, même à l'école, on s'était fait un petit cercle toutes les deux au début, et quand
quand ça a commencé, personne ne pouvait rentrer dans ce cercle-là. Du coup, c'est un peu comme un bouclier et ça, les insultes ou quoi, ça rebondissait juste. Du coup, on s'est créé une petite bulle comme ça qui, au final, nous a protégés sur le moment, mais sur le long terme, nous a plus porté préjudice qu'autre chose. À partir de la 5e, le harcèlement s'est intensifié. Je me souviens, on pouvait fermer à clé la porte de la cantine. Du coup, on est resté plusieurs fois le midi, genre sans pouvoir aller manger parce qu'ils avaient fermé la porte de la cantine. Après, moi, je sais que j'aimais pas aller à la cantine parce que justement, j'étais un peu la grosse de service alors que, j'étais pas maigre, mais je pense pas être obèse non plus. Et voilà, après, ils ont commencé aussi un peu à cacher nos affaires. Ils prenaient nos sacs, ils allaient le cacher dans les toilettes des garçons, donc on pouvait pas y rentrer. À ce moment-là, on a commencé un peu à de plus en plus s'isoler en fait pour se protéger toutes les deux. Donc, par exemple, on passait nos récréations enfermées dans les toilettes toutes les deux à parler, comme ça, au moins personne pouvait venir nous voir. Là, pour l'instant, il n'y avait pas encore, de réelle violence physique. Il n'y avait pas de réelle non plus, violence verbale. La 4e, ça a été pour moi l'année la plus difficile parce que du coup, c'est passé de moqueries à des bousculades. Des fois, on sortait de cours et en fait, ils nous séparaient. Par exemple, Lola était enfermée dans des toilettes et puis elle se faisait frapper et puis moi, j'étais bousculée. Ou alors, je me souviens d'une fois où j'étais poussée par terre. Et du coup, on m'a donné des coups de pied. Et Lola, pareil, on s'est retrouvés. Et là, on s'est dit, OK, ça va pas du tout. Et je me souviens de ce soir-là, où on est rentré chez Lola. Elle m'a regardé dans les yeux, et puis elle m'a dit, il y a 2 solutions. C'est soit on va plus à l'école. Donc, on part, comme on était très proche de la nature, elle m'a dit, on part. On ne dit pas aux parents, on prend un sac à dos, on part dans la forêt, on reste dans la forêt pour toute la vie. Et elle m'a dit, c'est soit réellement on part. En mode, on fait un suicide en duo, et puis on part toutes les deux. Et cette idée-là, elle a posé ça comme ça, et puis après on n'en a pas reparlé pendant quelques temps. Donc on a plusieurs fois essayé de fuguer parce que le suicide pour nous c'était beaucoup trop à cette époque-là, et donc on a plusieurs fois essayé de fuguer, mais on finissait par rentrer parce qu'on avait trop peur des répercussions des parents. Et c'est vrai que même si je subissais du harcèlement et qu'en fait j'en avais marre, l'école pour moi ça restait quelque chose d'important, parce que j'ai un peu grandi avec en tête que si on faisait pas des études, en fait, je ferais rien de ma vie. Et je me souviens d'une fois où le proviseur, il a appelé ma maman pour lui dire, écoutez, Enola, ça va pas du tout. Et du coup, ça m'avait mis un peu de pression en mode, ok, alors déjà, je suis pas bien socialement, en plus, je suis en train de gâcher ma vie, ça va pas du tout. C'était un peu compliqué, et avec mes parents à cette époque-là aussi, parce que du coup on avait vraiment fait le duo, et du coup on parlait pas non plus forcément aux parents. Ils savaient qu'il y avait du harcèlement parce qu'on leur avait un peu dit, mais à cette époque-là, que ça soit nos parents ou même l'équipe éducative, ils étaient sur le fait, en fait, vraiment leur parole c'était, c'est de votre faute parce que vous êtes trop exclusives. Et du coup, si vous étiez pas aussi proches toutes les deux, il y aurait pas tout ça, donc en fait c'est de votre faute. Et c'est vrai que d'un côté, ils avaient pas tort. D'un côté, ce qui était notre bulle de protection, c'est devenu une prison. Mais d'un autre côté, c'était aussi vraiment un moyen de protection. Si on enlevait ça, c'était compliqué parce que le harcèlement était déjà installé, donc on n'avait plus personne. C'est un cercle vicieux dans le sens où, au début, cette relation est arrivée pour nous protéger. En fait, à la fin, c'est devenu tellement intense que du coup, on pouvait plus se dissocier. Moi, franchement, je peux le dire, je pense que j'ai été... d'amis, je suis devenue un peu dépendante affective de Lola justement parce que j'avais que elle, et du coup tout ce qui m'arrivait j'avais que elle, et du coup ça devient super toxique, mais nous on s'en rend pas compte parce qu'on est dedans et qu'en fait ça nous protège vraiment. Et du coup c'est vrai qu'on s'est donné des idées à l'une à l'autre, la scarification, tout ça qu'on n'aurait pas forcément eu toute seule. Et moi, quand on s'embrouillait ou quoi, j'avais tendance à dire oui à tout ce qu'elle disait par peur de me retrouver encore plus toute seule. Je sais pas si vous comprenez ce que j'explique, mais... Je trouve que ça a été plutôt vicieux comme situation. Et je sais pas, je pense pas que tu aurais pu réaliser parce que tu avais ton cocon et tu étais censée être en sécurité avec cette personne. Après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi cette personne-là, elle a choisi de tuer ce cocon et de pas le conserver avec toi et de pas inclure d'autres personnes dedans. Oui, je pense que ça s'est fait petit à petit pour elle aussi, qu'elle se rendait pas forcément compte des choses non plus. C'est vrai qu'on avait 2 tempéraments complètement opposés. Moi, je suis quelqu'un plutôt calme et posé en fait, donc je vais pas sauter partout, je vais pas attirer l'attention sur moi. Et Lola, du coup, c'est complètement l'inverse. Elle est plutôt extravertie, donc ça la dérange pas qu'on la regarde, ça la dérange pas.
Et je pense qu'elle n'a pas fait exprès, en fait, de rendre ce cocon malsain, même si c'est à nous deux qu'on l'a rendu malsain finalement, mais je pense qu'elle n'a pas réellement fait exprès, c'est venu petit à petit, et du coup, d'un cocon de protection, on est passé un peu sur un cocon exclusif, enfin, plus personne pouvait y rentrer, et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que en 5e, il a fallu faire un choix. C'est est-ce que je conserve un groupe d'amis ou est-ce que je me fais de nouveaux amis ? Et j'ai choisi la facilité et du coup, je suis restée avec les gens qui excluaient cette personne. Et je ne pense pas avoir été active, c'est-à-dire je ne suis jamais allée vers cette personne pour avoir de la violence avec elle. Je n'ai jamais commencé à critiquer ouvertement des choses qu'elle pouvait faire. Par contre, je n'ai jamais dit aux gens que ce qu'ils disaient, c'était méchant. Et pour le coup, il y a des fois où je m'en rendais compte. Et je n'ai jamais cherché à protéger cette personne ou à adoucir ce qui se passait. Et ce qui a été le plus bizarre, en fait, c'est que c'est l'année où mes parents m'ont inscrit à un centre de danse. Et cette personne était avec nous à la danse. Et donc, du coup, j'avais quelqu'un avec qui je liais une amitié le mercredi. Mais quand on était au collège, ce n'était plus mon ami. Et ce n'était pas quelqu'un avec qui je parlais. Et en fait, les gens qui étaient avec nous au collège, il y avait des personnes qui étaient relativement violentes verbalement et aussi violentes physiquement. Et donc, du coup, par choix, je me suis préservée de ces violences-là et j'ai contribué, du coup, aux violences sur une autre personne. Quand on faisait de la danse ensemble, elle n'en parlait pas. En fait, c'est ça que je trouve assez... bizarre avec du recul, c'est qu'elle le savait qu'elle subissait de l'exclusion et que les gens se moquaient d'elle, mais il n'y avait jamais de réaction de sa part. Et en cours, je sais qu'elle avait une faculté à ne se focaliser que sur la leçon et les questions qu'on pouvait poser, et tout le bruit qu'il y avait derrière elle ou les imitations qu'il pouvait y avoir, c'était occulté. Impressionnant. Du coup, j'étais super contente le mercredi. Et après, les autres jours en semaine, j'étais plutôt honteuse. Mais en même temps, j'étais contente d'avoir cette relation avec elle qui était secrète, entre guillemets. On n'avait pas créé un cocon comme ce que tu as pu énoncer. Mais on se voyait, on était contentes. Et le reste, on s'en fichait. Et par contre, tacitement, ce qui se passait à l'école... restait dans les murs de l'école, en fait. Après, ce qui était bizarre, c'était surtout qu'entre filles, le harcèlement ne se faisait qu'entre filles. Les garçons n'étaient pas forcément concernés par ces violences et ces moqueries. Et par contre, ce qui était bizarre, c'est que, par exemple, quand on avait les cours de piscine, il y avait une piscine dans mon collège, on avait ce prof de sport qui nous obligeait à aller à la piscine, même quand on pouvait être indisposé. Et en fait, on faisait front. Donc, même les gens avec qui on ne s'entendait pas, ou qui harcelaient d'autres personnes, ou qui critiquaient, ou ce genre de choses, là, on faisait front. Et on pouvait se retrouver, en fait, avec Rachel qui était harcelée, et Céline qui était la principale harceleuse, qui, toutes les deux, s'asseyaient sur le banc en disant « non, on va pas aller dans l'eau ». Et qui, juste pour une fraction de 1 seconde, faisaient front ensemble. Alors qu'après, dans les vestiaires de la piscine, c'était du « Ah, t'as besoin d'aide pour mettre ton corset, j'aime pas tes chaussettes ». Enfin, j'exagère, mais c'était un peu comme ça, quoi. J'avais mon grand frère, qui a 1 an de plus que moi, et en fait, lui, c'était le complet opposé. C'est-à-dire que c'était la personne la plus populaire du collège. Genre, tout le monde l'adorait. Jonas, c'était l'idole de tout le monde, à tel point que les gens ne savaient même pas qu'on était frères et sœurs. En fait, on arrivait dans le bus tous les deux. À partir de là, on se reparlait pas jusqu'au soir. À ce moment-là, mon frère, je pense qu'il était trop jeune et qu'il voulait aussi faire gaffe à sa réputation, ce qui est normal. Je lui en veux pas du tout. Je lui en ai voulu. Maintenant, j'ai grandi, donc j'ai compris. Mais c'est vrai qu'il se prononçait pas trop à cette époque-là. Il devait être conscient des choses, mais pour se préserver aussi, il a essayé plusieurs fois quand même d'apaiser les tensions. Mais ouais, il se prononçait pas. J'ai alerté le CPE et les surveillants sur le fait que Lola se faisait du mal. Elle prenait en fait la lame de son taille-crayon puis elle se faisait du mal dans la cour ou quoi. Et ça, j'ai alerté. Elle m'en a voulu sur le moment, ce que je peux comprendre. Après, du coup, elle a arrêté. Ça a été vachement mieux.
j'avais pas encore ce truc-là de me dire ça peut me soulager, la scarification ou quoi. Du coup, j'essayais vraiment de l'empêcher de faire tout ça, de l'empêcher de se faire du mal, tout simplement. C'est vrai que jusqu'à la 4e, je me suis sentie piégée, en fait, d'un côté avec Lola, qui maintenant, avec du recul, je me dis j'étais son ombre. Elle était dans la lumière et moi j'étais vraiment le plus cachée possible. Truc tout bête, hein, mais par exemple quand on jouait à la maison, il fallait toujours que ça soit elle la plus belle. Et du coup au collège où c'était très compliqué parce que le harcèlement, que personne m'entendait, à la maison, depuis petite, je me suis toujours mis dans la tête que mon frère, il réussissait tout, qu'il était aimé de tout le monde et tout. Donc quand j'arrivais à la maison, j'avais tendance à m'écraser aussi et ne rien dire du tout. Mes parents, du coup, qui me disaient à cette époque-là que il fallait que je me détache de Lola et que c'était de ma faute. J'étais toute seule, quoi. Vraiment, j'étais vraiment toute seule. Et c'était dur, ça. Je trouve ce que tu as vécu, c'est dur. Je trouve que c'est compliqué. J'ai du mal à visualiser, en fait, comment était ton collège pour qu'avec toute la violence que tu as décrite, le corps enseignant ne s'en soit pas rendu compte et qu'il n'y ait pas eu en fait, des actions sur ce type de comportement, en fait. Et ce que je trouve au final le plus violent dans l'histoire, c'est le fait qu'on vous reproche d'avoir eu un cocon et qu'on ne reproche pas aux autres d'avoir eu ces actes-là, en fait. Je trouve que c'est pas le plus violent sur le moment, mais avec du recul, c'est le plus violent dans le sens où c'est comme si les adultes cherchaient à se dédouaner par rapport au comportement des enfants. Pour revenir sur ce que tu disais, le fait que les adultes ne voyaient rien, en fait, ils ont essayé de mettre des choses en place quand vraiment on leur a redit que ça n'allait pas. Le groupe harcèlement, c'est un ensemble d'élèves et du CPE qui se mobilisent pour lutter contre le harcèlement. Donc ils passent dans les classes, ils parlent du harcèlement. Dans mon cas, vu que c'était un peu mes principaux harceleurs, c'était compliqué. Moi, je voulais pas du tout avoir affaire à eux, en fait. Un soir, j'ai ouvert mon sac et Lola, elle a ouvert le sien. Il était rempli de serviettes hygiéniques. Ils avaient vidé les poubelles des toilettes dans nos sacs. Et là, mon cerveau, d'habitude, j'étais quelqu'un qui parlait jamais. Et là, j'ai pété un plomb. En fait, je suis arrivée en vie scolaire, j'ai vidé mon sac sur le plan de travail de la vie scolaire et j'ai pété un plomb. Et ce soir-là, ma mère venait me chercher. Je pleurais et j'ai essayé d'expliquer, mais c'était incompréhensible. Mon principal harceleur est arrivé à ce moment-là aussi, bizarrement, et mon prof principal aussi. Vraiment, tout le monde s'est retrouvé dans la même pièce. Et là, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à insulter mon principal harceleur. Et donc là, mon prof principal, il m'a pris dans une autre pièce et en fait, je le remercie parce que c'est grâce à lui que ça s'est arrêté. Et donc lui, il m'a dit, écoute, c'était à la fin d'année de 4e, il m'a dit, écoute, l'année prochaine, on vous sépare. Lola et toi, vous serez dans 2 classes séparées. Et en fait, moi, je pleurais de soulagement parce que du coup, j'ai essayé aussi de lui expliquer que j'étais bloquée dans un truc et que je pouvais pas en partir. En fait, j'étais dans une prison et que je pouvais pas partir. Et c'est un peu lui qui m'a sauvé la vie. En fait, à partir du moment où j'étais dans cette salle avec mon prof principal et ma maman, et qu'on a parlé de Lola, c'est vrai que moi, dans ma tête, ça a mis une coupure. C'est-à-dire que maintenant, il faut que je pense par moi-même, il faut que je pense pour moi-même. Et peut-être que je vais souffrir parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment, je pense, dépendante affective de elle. Et donc, j'ai souffert. Après ça, ils ont été convoqués au conseil de discipline, les principaux harceleurs. Ils sont venus s'excuser. À partir de là, ça s'est un peu arrêté. Ça a mis du temps, un peu. Il y avait toujours d'exclusion, tout ça, mais il n'y a pas eu de... Le harcèlement pur et dur s'est arrêté à partir de ce moment-là. L'année d'après, on a été séparés. Moi, je suis tombée malade. Du coup, j'étais très peu présente en cours. Donc, à partir de cette étape-là, le harcèlement s'est arrêté. Et voilà. Le harcèlement, il s'est vraiment arrêté pour elle au lycée. En fait, au lycée, elle s'est retrouvée dans un lycée où personne ne la connaissait au final. Et là, page blanche, et elle a revécu sa meilleure vie dans les études. On s'est perdu de vue, je dirais, pendant à peu près 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Et quand on s'est revus, en fait, énormément d'années après, dans une situation aussi un peu scolaire, parce qu'on devait passer notre code ensemble, j'ai compris, en fait, en parlant avec elle, que ce qui se passait, c'est que elle avait aussi ce compartimentage et elle avait sa vie chez elle, sa vie au collège et sa vie du mercredi. Et en fait, elle, ce qu'elle retient de ces années où les gens ont été
méchant avec elle, c'est qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas méchantes et il y avait des personnes qui étaient gentilles. Et du coup, il y avait aussi les gens qui étaient neutres, qui faisaient rien. Et du coup, je faisais partie des passifs pour elle. J'ai 36 ans, donc ça fait 16 ans. Donc ça fait 16 ans qu'on se revoit régulièrement. On a évoqué beaucoup de fois le collège. On y revient souvent quand on est en apéro ou en soirée et qu'on bizarrement, on veut rigoler. Alors j'ai essayé un peu à un moment d'en parler avec elle en lui disant ouais, c'était pas cool le collège et tout. Elle me dit oui, c'était horrible. Mais elle m'inclut en fait dans les gens sur qui on pouvait avoir des moqueries. Est-ce que tu as pu, toi, présenter tes excuses à Rachel une fois, et est-ce que ça t'a fait du bien de le faire, ou alors est-ce que tu aimerais le faire pour que ça soulage aussi un peu cette conscience-là d'enfant, finalement? Alors j'en ai parlé vraiment une fois avec elle, sans filtre. C'était à 3h du matin dans un club, vers Saint-Michel. Je ne sais pas si elle se souvient de cette soirée-là ou pas. Donc du coup, j'ai vraiment envie de le faire un jour quand je serai sobre. J'attends le bon moment. Le moment, il se présentera et il viendra d'elle. Après, c'est aussi pour ça que le podcast, c'était important pour moi, parce que du coup, je peux en parler sans forcément lui en parler directement. À la fin de mon collège, j'avais un groupe d'amis en qui on était bienveillants, on avait confiance. On faisait un peu des conneries, parce qu'on aime bien faire des conneries, donc... Les conneries, c'était du type on va sécher les cours, on a découvert les premiers joints, enfin bref, c'était drôle. Et en fait, on s'est dit que avant de rentrer au lycée, il fallait qu'on ait un truc qui nous unisse tous. On était tous vierges à l'époque, donc on s'est dit qu'on allait faire notre première fois pendant les vacances d'été. Sur 5 filles, il y en a qu'une qui l'a fait, c'est moi. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que quand je suis rentrée au lycée, les autres, par forme de jalousie, ont dit à l'intégralité du collège ce que j'avais fait et se sont appropriés ce moment qui était très important pour moi, et je me suis retrouvée avec mon téléphone portable, des textos, des appels, viens, je vais t'aider à continuer ce que tu as fait pendant les vacances, et plein de détails dont j'ai totalement occulté. Et en fait, j'ai été excessivement déçue. J'ai été très triste aussi, parce que dedans, c'est des gens avec qui j'avais passé 3 ans de ma vie. Un des moments le plus importants de ma vie, en fait, ils se sont dit, allez hop, c'est un fait divers. Et voilà, quoi, ce qui m'a fait le plus de mal. J'ai perdu confiance dans les gens qui avaient mon âge. Donc du coup, les amis, c'était juste pour le fun. Et puis voilà. Et au final, ce qui a été le plus drôle, c'est que quand j'ai revu Rachel, j'ai re-eu confiance en quelqu'un. Et en fait, aujourd'hui, je ne me confie plus aux filles, principalement. Donc, j'ai un meilleur ami qui est un garçon, que j'ai rencontré dans mes études supérieures, et qui ça se passe super bien. Et j'ai une deuxième personne avec qui je vais partager des choses méga intimes, qui est la personne, au final, qui était harcelée dans mon collège, quoi. Arrivé au lycée, généralement, les enfants, enfin les adolescents, ils ont un bagage social qui s'est créé pendant le collège, pendant l'enfance, que moi, j'avais pas, du coup, par rapport au harcèlement, par rapport à l'exclusion, tout ça. J'avais pas ce bagage social-là et les limites que les adolescents peuvent avoir. Donc je suis arrivée dans un nouveau monde, en quelque sorte, avec des connaissances, des amis et des garçons qui s'intéressaient à moi. J'étais une adolescente, j'avais déjà des formes arrivées en seconde, tout ça. Donc moi, j'avoue, je savais pas trop comment réagir à cette époque-là. Ça m'était jamais arrivé en fait d'être le centre de l'attention. Donc je suis un peu rentrée dans un jeu avec un garçon que je vais appeler Arthur. Donc au début, on était amis avec ce garçon-là, tout se passait très bien. J'étais dans un petit groupe, vraiment, je me sentais pour une fois à ma place. On a commencé à échanger nos numéros, donc on a commencé à parler par message, tout ça. Il a commencé un peu à parler de sexualité, tout ça. Moi, à l'époque, je sais pas que je m'en fichais, mais j'étais... Voilà, quoi. Donc au début, je faisais pas gaffe. On se voyait en cours comme si de rien n'était, c'était très cool. Et en fait, après, ça a pris des proportions un peu plus... J'ai commencé en fait à rentrer dans un jeu, c'est-à-dire de drague un peu par message, dont je pouvais plus après sortir. En fait, j'étais trop influençable pour moi, je pouvais pas dire non à rien du tout, parce qu'en fait, c'était une chance qui m'était accordée d'avoir des amis, c'était une chance qui m'était accordée de pouvoir parler à quelqu'un le soir par message ou quoi, chose qui m'était jamais vraiment arrivée
avant. Et vite fait, ça a pris des proportions un peu démesurées. À l'époque, j'avais pas conscience de ça, mais pour citer des exemples, il m'appelait le soir. Moi, j'étais très contente de recevoir des appels. Au début, c'était très cool. Oh, t'es jolie, tout ça. Enfin, c'était très, très gentil. Et en fait, après, il a commencé à faire des choses au téléphone, en vidéo, tout ça. Moi, je n'aimais pas trop ça. Après, du coup, il a fait un montage de nudes de moi. Il a menacé de le diffuser à l'extérieur. Donc, du coup, de là, j'ai commencé à faire des photos à sa demande. Donc, genre des photos en soutien-gorge, tout ça. Quand il m'appelait, fallait que je fasse des trucs avec lui au téléphone. Sinon, ça allait mal se passer. Et du coup, je faisais genre de m'endormir, c'était un peu ma protection. Et quand je m'endormais, il m'appelait jusqu'à ce que je réponde. Et si je répondais pas, ça allait mal se passer aussi. Donc voilà, après, ça a augmenté et tout, jusqu'à ce qu'il y ait des agressions physiques. Donc voilà, je vais pas déballer plus sur ce sujet parce que c'est encore frais et c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà. Je suis arrivée en fin de seconde, on m'a demandé un peu de choisir quelle voie je voulais emprunter. Et donc, je suis partie en technologie. Et là, j'avais le choix entre partir assez loin, donc à 1h30 de chez mes parents, ou rester dans le lycée de secteur. Donc, je suis partie très loin. Et ça a été franchement la meilleure décision que je pouvais prendre à ce moment-là. Je suis partie loin de tout ça, loin de ce garçon, loin des amis... des gens du collège. Et du coup, je suis arrivée et les gens sont devenus amis avec moi sans connaître mon histoire, sont vraiment devenus amis avec moi pour la personne que j'étais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Petit à petit, j'ai vu par exemple que là-bas, il y avait aussi un groupe harcèlement dans ce lycée-là. J'ai voulu en faire partie parce qu'on m'avait dit que ça faisait du bien et que voilà. Donc j'ai commencé à faire un peu partie du groupe harcèlement. Je suis arrivée en première... Ouais, ça a duré 2 ans. Vraiment, j'ai vécu ma meilleure vie. Je suis arrivée en terminale. Ça a été... un peu une revanche. La CPE de ce lycée-là m'a choisie pour la bourse mérite. En fait, elle m'a dit que j'avais beaucoup souffert parce que du coup, mon histoire, elle a un peu sorti à droite à gauche. Et du coup, elle m'a dit que malgré que j'avais beaucoup souffert, j'ai beaucoup apporté au lycée. Et du coup, elle m'a donné la bourse au mérite. Et ça m'a... En fait, ça m'a ouvert les yeux aussi. Ça m'a permis de comprendre que j'étais quelqu'un de bien. Dans le regard des autres. Et c'était un peu une gratitude pour moi. Et après, du coup, il fallait choisir l'orientation pour les années supérieures. À ce moment-là, mon histoire du lycée, c'est-à-dire les violences sexuelles, ont commencé à remonter à la surface. Déjà que j'avais du mal avec le harcèlement, le fait que les gens soient au courant, mais alors les violences sexuelles, c'était vraiment trop frais pour moi. Du coup, je me suis dit, je vais partir loin. Donc, je suis partie loin, à 600 km de où j'habitais de base. Et je me suis dit, là-bas, je vais reconstruire ma vie toute seule. Je suis arrivée, en fait, du coup, en études supérieures, loin de chez mes parents. Et là, je me suis complètement braquée et fermée. C'est-à-dire, genre, pendant 1 an, j'ai presque plus parlé à mes parents, j'ai plus parlé aux gens. Du coup, je me suis complètement renfermée. Là, j'ai commencé à, même si ça datait, le harcèlement et tout, à pratiquer la scarification, chose que je n'avais jamais faite avant. Tentative de suicide, enfin vraiment j'étais vraiment moralement très très bas, étant donné que les histoires étaient remontées à la surface. Du coup les gens venaient m'en parler, mes parents venaient me parler du harcèlement, venaient me parler des violences sexuelles, et du coup ça remettait les choses, ça leur donnait un peu, ça les rendait réelles. Et moi, mon cerveau d'enfant, il avait occulté toutes ces choses là. Du coup j'avais pas la carrure pour supporter tout ça. Du coup pendant 1 an, je l'avoue, je suis devenue exécrable avec absolument tout le monde. Tous les gens qui essayaient de m'approcher, en fait, je les détruisais parce que c'était plus simple pour moi. Et du coup, je me souviens un jour, mon frère qui m'appelle et qui me dit là, t'es en train de faire de la merde, tu vas perdre tout le monde, en fait, donc reprends-toi. Et ces paroles-là, ça m'a permis de revenir. En fait, je me suis excusée auprès de mes parents. On a beaucoup discuté sur le fait que je leur en voulais quand même beaucoup. J'étais très en colère après eux par rapport au harcèlement, le fait qu'ils aient laissé un peu, entre guillemets, passer ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de leur expliquer tout ça. Maintenant, au lieu de prendre ça comme une faiblesse, il faut que j'en fasse plutôt une force. Et du coup, mon caractère, il s'est plus développé. Et j'ai fondé une association qui lutte contre le harcèlement et les violences avec 2 personnes qui faisaient partie du groupe harcèlement au lycée, justement. Et donc on a créé cette association-là, et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien de pouvoir partager mon histoire d'une part, et d'une autre part de pouvoir contribuer
à améliorer l'histoire de certains enfants qui ont vécu des choses similaires aux miennes. Alors, cette association, c'est CVHS 63, donc contre les violences et le harcèlement scolaire dans le Puy-de-Dôme. Elle a été fondée en février 2023. Notre principal rôle, c'est de la sensibilisation auprès des écoles, des enseignants, mais aussi des entreprises, des transports scolaires par exemple, et des mairies, et voilà. En fait, ce que je trouve assez, c'est pas amusant, mais ce qui me fait sourire, c'est que t'es beaucoup dans l'aide et tu veux accompagner les gens et t'es très résiliente par rapport à tout ce qui t'est arrivé. Et je suis très admirative par rapport à ça. Moi, je suis plus dans un mode de lutte et de colère encore par rapport à ce genre de situation. Et du coup, le podcast, pour moi, c'était une façon de combattre, en fait, et d'exprimer un peu toutes ces colères. Par rapport aux victimes, j'ai l'impression de devoir quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, quand on construit énormément de souvenirs avec ses parents. Et quand on arrive en primaire, au collège, puis au lycée et plus tard dans les études supérieures, on construit aussi plein de souvenirs qui vont venir nourrir notre vie. Et en fait, les autres se permettent de venir pourrir ces moments-là. Et du coup, les souvenirs se transforment en cauchemars. Et ça, en fait, ça devient inacceptable. En fait, je pense que dans la passivité, on contribue énormément à la violence qu'il peut avoir. Et aujourd'hui, en fait, être passif, c'est plus suffisant. N'importe quelle petite action, en fait, peut aider une autre personne. Je dis pas que c'est s'interposer et se mettre entre la personne qui est victime et les gens qui sont méchants, mais juste contribuer en fait à des petits gestes de sympathie, des sourires, aller voir les gens, essayer de parler, même s'il y a des rejets. Et après, l'autre, je suis pas dans la délation. Vraiment, la délation, c'est pas quelque chose de cool. Mais je pense qu'il y a des situations où la délation, quand on est jeune enfant au collège, c'est nécessaire. Et donc, du coup, dire qu'on est témoin d'une situation qui n'est pas normale, c'est important. Et je pense que dans mon cas, si au collège, j'étais allée voir des adultes pour leur dire, là, en fait, ce qui se passe, c'est pas bien, ou je pense que c'est pas bien, ça aurait peut-être aidé. J'espère que ça aurait aidé plus que envenimer. Mais oui, être passif, c'est pas bon. La plupart des gens, que ce soit les parents ou les professeurs, ils partent du principe que la victime est dans le tort tant que personne n'a prouvé le contraire, en fait. Comme la justice française, en fait, ils partent du principe que c'est à la victime de fournir les preuves et que si elle n'a pas de preuves, elle n'est pas victime. Et donc, si je devais dire un truc, c'est changer cette mentalité-là, c'est-à-dire partez du principe que si quelqu'un vient vous voir parce qu'il est victime ou parce qu'il subit des violences ou alors qu'un témoin vient vous voir, partez du principe qu'il faut défendre cette victime-là jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui nous montre qu'elle ment ou que c'est pas réel. Parce que c'est vrai que la confiance que les enfants vont accorder aux adultes, elle est très brève. C'est-à-dire, si le premier adulte, il n'écoute pas, si le premier adulte, il n'entend pas, c'est limite terminé tout de suite. Est-ce que je peux dire un dernier truc ? Là, c'est pareil, je le dis, que ça soit aux adultes ou aux enfants. La roue, elle finit toujours par tourner. C'est ce que je me dis tout le temps, en fait, et que je me dis depuis toujours. C'est-à-dire que si t'es harceleur, si tu fais du mal à quelqu'un, la roue finit par tourner. Le karma par frapper. Et inversement, si t'es victime, c'est pas fini. La roue, elle finit aussi par tourner et les choses changent. Même si l'époque fait que les violences sont plus ou moins violentes. La création de ce podcast, par exemple, peut témoigner du fait que les choses vont changer à l'avenir. Et donc voilà, faut pas avoir peur et il faut avancer malgré tout ça. Enola a vécu un traumatisme quand elle était enfant. Comme des milliers de jeunes, sa vie a été bouleversée. Mathilde, elle, se considère comme une harceleuse passive. Toutes les deux témoignent aujourd'hui dans ce podcast pour que chacun et chacune puisse prendre conscience de la réalité du harcèlement. 11% des collégiens et 7% des lycéens déclarent avoir subi des insultes. 7% des collégiens et 5% des lycéens ont été la cible de rumeurs. 7% des collégiens déclarent avoir été volontairement bousculés. Les témoignages de cette série sont parfois durs, toujours bouleversants.
mais aussi tellement nécessaire, car le harcèlement et le cyberharcèlement sont des phénomènes qui nous touchent toutes et tous, partout en France. Le harcèlement n'est pas une fatalité. Élèves, parents, professionnels, un numéro à appeler, à connaître, le 3018. Gratuit, anonyme, confidentiel, disponible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Toutes les informations sur la lutte contre le harcèlement à l'école sont à retrouver sur info.gouv.fr. Dans le prochain épisode, nous entendrons les récits de Grégoire, harcelé à cause de sa couleur de cheveux, il est roux, et celui d'Emma, qui a harcelé un camarade pendant plusieurs mois en le frappant pendant les récréations.